全ては僕たちのためにやったっていうのか。エレン、お前の名前だ。いや、違う。エレン、お前は自由だ。俺は平らにしたかったんだ。この景色が見たかった。なんで？なんでかわからねえけどやりたかったんだ。どうしても。全てはお前らを守るためだって思ってた。だがサシャもハンジさんも俺のせいで死んで、フロックたちと殺し合いまでさせることになった。どうしてこうなったのかやっとわかった。バカだからだ。どこにでもいるありふれたバカが力を持っちまった。だからこんな結末を迎えることしかできなかった。La liberté au sens métaphysique peut se résumer en une question. Sommes-nous libres ou non de nos actes? A-t-on un libre arbitre? De cette simple question en découlent plein d'autres, notamment sur le déterminisme. Descartes, dans les méditations métaphysiques, définit le libre arbitre ainsi: faire une chose ou ne pas la faire, sans qu'aucune force extérieure nous y contraigne. Tous les philosophes ne sont pas d'accord sur l'existence ou non de ce libre arbitre. Et beaucoup débattent des différents déterminismes qui existent et leur influence sur nos choix. L'enfance, par exemple, a une grande influence sur l'être. L'éducation a une place centrale dans la construction d'un individu et de sa vision du monde, ce qui lui permet en premier lieu de se forger un avis plus ou moins orienté. Dans l'attaque des titans, la volonté de survivre est très forte chez tous les personnages, car c'est une volonté très présente dès l'enfance de ceux-ci. Cette mentalité pousse les personnages à d'abord penser à eux. Eren essaie de montrer à Sig dans le chemin qu'il n'a jamais été endoctriné par son père, contrairement à son frère. Laisser un enfant observer le monde lui permet de construire son propre avis. Grisha s'est rendu compte de la souffrance qu'il a infligée à Sig de par son endoctrinement, contraire aux valeurs de la société Mar, et souhaite que son second fils reste libre. Mais cette volonté de Grisha n'est-il pas déjà un endoctrinement qui a enfermé Eren? 自由だ。L'enfance, c'est ce qui structure la psychologie et la philosophie d'une personne. Cela ne veut pas dire qu'elle ne peut changer, mais elle en sera déjà structurée. Une structure commune aux enfants de l'attaque des titans et qui leur est imposée est une forme de maturité. Ils sont très jeunes confrontés à la peur de la mort et de la survie. C'est ce qui pousse beaucoup de personnages à certaines actions dans le but de survivre. Cette peur, cette volonté de survivre, est une force, mais aussi une faiblesse parfaitement humaine et compréhensible. Eren, par exemple, est un enfant rêveur et observateur. Il contemple le ciel à défaut de l'horizon à cause des murs. C'est le livre d'Armin qui lui fera prendre conscience d'être en cage, et qui fera monter cette colère et qui explosera à la fin du manga. Mais cette colère est-elle la manifestation de son libre arbitre, ou est-elle déterminée par ce que le monde lui a fait subir? Le passé est un enjeu central dans notre monde, mais également dans l'attaque des titans. La première partie du manga peut se résumer en une conquête de l'histoire, du moins une reconquête. La seconde voit le monde exploser dû notamment à un passé lourd, saturant les imaginaires et indépassable. Aucune solution ne saurait être trouvée, car chaque camp veut l'extermination de l'autre. Cette mémoire enferme les personnages dans une identité douloureuse, et le passé devient un obstacle à la compréhension des peuples. Dans l'attaque des titans, le progrès dans la mémoire des personnages, que ce soit d'Eren ou du peuple eldien, est en parallèle du progrès dans l'intrigue. Aucune des histoires que l'on nous raconte n'a de version officielle. Il n'y a qu'à voir comment l'empire d'Eldia est présenté à Sig par Mar et ses parents. Deux visions très différentes d'une même histoire. Tout est encore une fois question de point de vue. Le désir d'histoire est un point important du romantisme allemand, qui a une grande curiosité pour connaître les racines du peuple et pour le Moyen-Âge. C'est pour cela que les frères Grimm parcourent le pays afin d'y recueillir les différents contes oraux. C'est d'ailleurs cette passion pour les racines qui rapproche le romantisme du nationalisme. La première partie, les personnages sont à la recherche de leurs racines, de leur histoire. Sans passé, pas d'avenir, car l'histoire permet de comprendre le présent et préparer le futur. La révolution montrée dans l'attaque des titans est très romantique d'ailleurs. Le peuple se levant comme un seul homme, les révélations de la cave permettent de donner un passé, une identité commune aux gens des murs. Eren et les autres habitants de Paradis se sont vus privés de leur mémoire par le 145e roi Fritz. Ils sont donc en quête de vérité. Mais dans cet univers, il n'existe pas de vérité universelle ni complètement fausse.
L'accès à l'histoire et à la mémoire permet de se libérer d'une certaine forme d'aliénation. Mais elle peut aussi en devenir une. Paradis, en apprenant son passé, se libère de cette fausse croyance d'être les survivants d'une humanité disparue, mais elle s'enferme aussi dans un passé lourd de conséquences, dont elle ne peut faire face et qui l'emmènera au fascisme. Mais il va la fermer sa gueule! Idem pour Eren, qui sera prisonnier du passé et du futur, ne pouvant échapper ni à l'un ni à l'autre, qui l'enferme dans une seule voie. Pour lui, le poids de l'histoire devient trop lourd, comme ce fut le cas pour Willy Tybur, et le 145e roi Fritz. Certains personnages arrivent à s'émanciper de cette mémoire, mais au prix d'un long chemin. C'est ce qui se passe pour Gabi. Pour Eren, le passé devient un moteur pour aller de l'avant. La mort absurde et atroce de sa mère le pousse à agir. Et ce même quand il devient lui-même la cause. Tous les personnages subissent un traumatisme tôt ou tard. Advient alors ceux qui les dépassent et ceux qui en sont incapables. Eren est les deux à la fois. Il comprend les agissements qui ont poussé à la mort de sa mère, mais il ne peut les accepter ni les pardonner. Le monde en est responsable. Alors il va payer. La transmission de la mémoire et du passé est donc quelque chose d'extrêmement important dans l'œuvre. Les adultes doivent transmettre les leçons du passé pour éviter que les erreurs ne se répètent. Ce que dit en substance Arthur Bross à Niccolo, qui pardonne à Gabi, le meurtre de sa propre fille. Nous le devons. Sans quoi, les mêmes tragédies se répéteront encore. C'est à nous d'assumer les crimes commis dans le passé, ainsi que la haine qui en découle. C'est un fardeau bien trop lourd à porter pour la jeunesse. Mais cette mentalité est très rare dans l'œuvre. Grisha, la mère de Reiner, le père d'Annie, ont tous matrixé leur enfant à l'aide d'une histoire violente. L'individu n'est pas à blâmer seul. La société, elle aussi, entretient cette histoire. Ses illusions pour manipuler la population. Éclater les couilles! Mars s'en servent ainsi pour asservir les Eldiens. Même lors de la transmission de mémoire due au passage d'un titan d'un hôte à un autre, la transmission est violente. Eren lui aussi acquiert sa pleine mémoire, la pleine connaissance du monde. Il est à ce moment-là au-dessus des simples mortels, à la fois plus libre qu'eux, s'étant approché d'une forme de vérité universelle, mais aussi particulièrement enfermé par celle-ci. La conclusion d'Armin à toute cette histoire est qu'il faut transmettre la mémoire de leur combat pour empêcher le cycle de la haine. Mais Isayama est réaliste et dévoilera dans son épilogue que la guerre ne s'arrêtera jamais. Encore. Ça fait beaucoup là, non? D'autant qu'Armin va transmettre une mémoire faussée. Même s'il y aura plusieurs points de vue dus à la présence des anciens guerriers morts, Armin se présente comme le sauveur de l'humanité, et ne dévoilera certainement pas les réels plans d'Eren. Cette erreur est due à une falsification de l'histoire, une manipulation de la mémoire déjà effectuée par le passé dans l'attaque des Titans. Créant un mythe proche du roman national dans chacun des pays de l'attaque des Titans, aucun n'en échappe. C'est le cas pour les Eldiens avec le mythe fondateur d'Ymir, la grande ancêtre vue positivement chez eux et négativement chez les Mars. Ymir se retrouve elle-même aliénée par l'histoire de son peuple, considérée d'abord comme élu puis maudit. Tous ces systèmes ont un système mémoriel toxique et reposent en partie sur lui, renvoyant la balle de l'oppressé et de l'oppresseur. Mais ce système peut être brisé individuellement, d'après Isayama, on le voit à partir de la scène du ragoût dans la forêt. Certains personnages outrepassent leur aliénation, se libérant de celle-ci au passage. C'est une aliénation terrible car invisible, et tellement ancrée chez la personne qu'elle fait partie d'elle, modifiant sans même s'en rendre compte son comportement. Eren s'extrait de cette mémoire et du devoir qu'il en incombe. Il ne se fait imposer rien par celle-ci. Dans la première partie, on connaît autant que le personnage. Dans la seconde, l'on a le droit à un point de vue plus général. Le lecteur devient alors seul juge. Dans la seconde partie, Eren est perdu dans le temps. Le pouvoir de l'assaillant le transforme en personnage tragique dans le sens grec antique du terme. Il est déterminé par le destin alors même qu'il désire la liberté par-dessus tout. Eren adopte alors un comportement dépressif et s'isole. Il en devient même presque fou. Il devient le démiurge de son propre drame. Il devient à la fois parricide et matricide, créant ses chaînes pour mieux les briser, captif du destin qu'il a lui-même créé, dans la délivrance tant désirée et la mort. La violence, la guerre et les oppressions sont ce qui enchaîne le monde de l'attaque des Titans et empêche les gens d'accéder à la liberté. Ce sont des déterminismes de la condition humaine. Dans l'attaque des Titans, il n'existe pas de dieu, ni même de transcendance. La figure d'Ymir n'était en réalité qu'une enfant esclave au départ, et son pouvoir lui provenant de l'origine de la vie elle-même. Le monde de SNK est matérialiste, les hommes sont livrés à la passion de leur corps et y cherchent un sens. C'est un monde cruel et vide dans lequel il n'y a aucun échappatoire, à part la mort. Une vision très nihiliste de l'existence, mais Mikasa est la première à exprimer une des thématiques centrales de l'œuvre. Ce monde est cruel. Mais il est aussi très beau. C'est cette beauté très personnelle à chacun qui permet à l'homme de se raccrocher à la vie. Ce sont des choses très matérielles, mais pas nécessairement logiques. Faire la course avec ses amis, jouer à la balle. Hajime Isayama a une vraie volonté de rationaliser son univers. Tout est très expliqué dans l'attaque des Titans. Tout ne fonctionnerait pas dans la vraie vie, mais tout est expliqué, même la création de la matière pendant la transformation des Titans. Tout est physique dans SNK, même les dieux.
Isayama dira même que le colossal est le dieu de ce monde, car, dans son œuvre, la plus grande des puissances est la force de destruction. Et à ce compte-là, le colossal est une métaphore de la bombe atomique, tant dans son design que dans la représentation de la destruction qu'il amène. En effet, il peut exploser, dégageant une grande chaleur et un vent puissant comme la bombe A. Pas étonnant qu'Eren prenne cette forme pour son combat final. Il est finalement devenu ce qu'il combattait afin de les détruire. Il se libère de son traumatisme pour l'épouser et en finir. C'est dans ces conditions que cette œuvre déploie un matérialisme historique très fort, où les individus sont le produit de leurs conditions économiques, sociales et culturelles. Les personnages sont déterminés en partie par leur histoire familiale. Reiner est brisé et souhaite réunir sa famille en devenant un guerrier marre. Armin veut visiter le monde comme ses parents, et Eren se détache de la volonté de ses parents, n'écoutant pas les considérations de sa mère et manipulant celles de son père. C'est lui l'homme le plus libre, celui qui s'est autodéterminé. Mais Eren reste déterminé même si c'est par lui-même. Est-il donc réellement libre ? Eren doit également se battre contre d'autres déterminismes pour se revendiquer comme étant libre. Celle du corps par exemple, au début de la série, sa faiblesse l'empêche de sauver sa mère. Il maudit son corps, sa volonté lui permettra d'en acquérir un bien plus puissant dans le début du manga, et quasiment indestructible à la fin. Armin aussi exécrera son corps, considéré comme faible jusqu'à la fin du manga. Mais c'est de la merde! L'attaque des titans est en partie un shonen. Les personnages sont des adolescents ou de jeunes adultes qui doivent apprendre à vivre avec leur corps. Cela rappelle leur auteur qui lui aussi se sent mal à l'aise avec son physique, d'où sa fascination pour les corps musclés de sportifs, dont il se servira pour dessiner les titans primordiaux. Pour toi! Les corps humains sont vus comme faibles et fragiles, alors que les corps des titans sont grossiers et forts. Ces corps peuvent être aussi vecteurs d'oppression que servir d'armes. Le peuple d'Ymir connaît bien ces deux variations. Et paf, ça fait des chocs à pic! Un déterminisme puissant également est le désir qui peut prendre plusieurs formes. L'homme est enchaîné par ses obsessions, chaque homme est esclave de quelque chose, c'est ce qui permet de donner un sens à sa vie. Ce désir demande souvent de sacrifier quelque chose. Eren, pour détruire les titans et acquérir sa liberté, déclenchera le grand terrassement. Ce déterminisme du désir rappelle une phrase d'Armin déjà vue. Il faut savoir faire des sacrifices importants pour arriver à changer les choses. Ça, je le tiens de grands hommes, qui ont su tout risquer jusqu'à leur propre vie. Certains sont même prêts à sacrifier leur humanité quand il s'agit d'affronter un monstre. Mais là où Eren va trop loin dans son obsession, le bataillon sait s'arrêter pour faire ce qui doit être fait. Céder à l'obsession, c'est se condamner. C'est le cas de Frok, Yelena, et même d'Eren finalement. Il le dira lui-même, il est esclave de son désir de liberté, qu'il n'atteindra jamais, ou du moins pas comme il le souhaitait. Dans SNK, l'héroïsme, c'est renoncer à ses obsessions pour le bien commun, et c'est ce qu'accomplira Mikasa devenant la vraie héroïne de cette histoire. Enfin, Eren se trouve prisonnier de la vie elle-même, son envie de vivre, de survivre, lui et ceux qu'il aime. L'attaque des titans a un discours vitaliste où la vie est une puissance du monde avec ses dynamiques et ses propres mécanismes. Sig nous parle à la fin de l'œuvre d'un cycle sans fin de destruction et de régénération. Finalement, Eren n'aura participé qu'à un cycle. Il n'aura été qu'un élément de la vie de plus, donc un élément de la mort. En effet, la vie use de l'envie d'amour et la peur de la mort pour trouver un chemin. Schopenhauer, philosophe allemand du 19e siècle, pense que la métaphysique se base sur le concept de volonté, force essentielle dans l'attaque des titans comme nous l'avons précédemment vu. Cette volonté est une force aveugle qui traverse les choses et les met en mouvement, ce qui prend la forme de la vie. Après tout, personne n'est responsable de cette situation. On est tous dans la même galère. Tant bien que mal, on doit faire face à ce monde et à son implacable cruauté. Et ça va péter! Les personnages décrivent souvent le monde dans lequel ils évoluent comme étant absurde, sans sens intrinsèque. Devant ce vide, l'on se questionne sur la pertinence de rester en vie. Camus dira même dans son livre Le mythe de Sisyphe, il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Et c'est une question au cœur de l'attaque des titans. C'est Armin qui trouve la solution, faisant même changer d'avis Eren. Trop tard, malheureusement. Pour Armin, la vie vaut le coup pour ces petits instants en eux-mêmes. Il se rapproche d'une pensée nietzschéenne pour le coup. Nietzsche pense le nihilisme comme une chance. Celui qui fait sien l'absurdité du monde est un surhomme. Le nihilisme peut se manifester sous deux formes, passive et active. La forme passive est la plus dangereuse car aboutit à un renoncement de tout. Il est en ce sens mortifère et aux valeurs creuses. Le nihilisme actif, lui, est un nihilisme créateur et joyeux. Il met fin à tous les mythes. Les croyances, les religions sont mal vues chez Nietzsche. Il fait table rase d'un ancien monde vidé de son sens pour le reconstruire. Et ça, chaque individu peut le faire. Il suffit, pour Nietzsche, d'abandonner des habitudes d'esclave. D'un point de vue nietzschéen, Eren est difficile à classer tant sa solution ultime épouse le nihilisme actif, dans le sens où il fait table rase du passé, mais aussi le nihilisme passif et son côté mortifère et à valeur creuse. L'absurdité du monde pousse souvent à un désespoir, une impuissance. Elles ne permettent pas la création de solidarité, et donc chacun lutte pour sa survie. Le bataillon se dresse contre ça.
Il se bat pour la vérité et la survie de l'humanité. L'attaque des titans prend très souvent des teintes apocalyptiques, un monde où même les plus forts ne sont pas toujours de taille. On nous dit que le monde de l'attaque des titans est cruel par essence, mais en réalité ce sont les actions passées de l'homme qui l'ont rendu tel quel. Pour autant, chaque personnage fera l'expérience de l'absurde, les premiers étant les habitants de Shiganshina, et Eren qui voit sa mère mourir sans aucune raison devant ses yeux. Pour revenir au mythe de Sisyphe de Camus, le philosophe nous dit que l'absurde se trouve dans la confrontation et le lien entre l'homme et le monde. L'homme est vu comme un animal rationnel avec un désir de connaissance, mais le monde se refuse à l'homme. C'est ce que Camus appelle mur absurde. Le monde devient alors des hypothèses et l'homme s'y sent étranger. C'est ce qui se passe chez le jeune Jäger, qui très tôt veut connaître le monde, mais de vrais murs non métaphoriques l'en empêchent. Certains essaient de ne pas penser l'absurde, soit le nier, soit de l'épouser, sans y réfléchir, ce qui revient à un suicide philosophique selon Camus. Et c'est ce que fera finalement Eren. Cherchant des réponses dans le monde, recherchant la vérité, il se confrontera à l'absurde de celui-ci. Là où Armin trouve une réponse à opposer à cette absurdité, Eren l'épouse et la retourne contre le monde lui-même, menant à leur destruction respective. Il existe deux concepts centraux dans l'attaque des titans, l'aveu et le pardon. L'aveu consiste en la reconnaissance d'une faute commise par soi-même ayant nui à autrui. Parfois la faute est trop grande pour son porteur, qui ne peut se pardonner à lui-même. C'est tout le dilemme de Reiner. T'as pas une gueule de porte-bonheur. De plus, à cause des transmissions fautives de mémoire, les contemporains sont jugés responsables des crimes de leurs ancêtres. C'est là tout le discours de la propagande marque que Gabi répète jusqu'à l'absurde à Kaya. Advient alors deux types de personnages. Ceux qui ont commis une faute et le reconnaissent, capables de briser la dialectique de la violence, et ceux qui tentent de légitimer leurs crimes ad nauseam. Et là encore, Eren semble dans les deux voies à la fois. Il légitime son crime génocidaire, mais il reconnaît sa faute et le fait que ce ne soit bien sûr pas une bonne chose. Eren ne s'est pas libéré des chaînes de l'absurdité de ce monde. Au contraire, il en est parfaitement prisonnier. Tu ne peux pas gagner sans te battre. Alors bats-toi. Bats-toi. J'aime me battre. L'attaque des titans est une œuvre qui fait la part belle à la révolte. Toute la seconde partie se centre sur la révolte d'Eren, qui est en refus définitif avec le monde et décide de le détruire. Mais c'est une révolte furieuse que même Eren a du mal à justifier. Isayama se demande à travers son œuvre si le monde en étant aussi sombre mérite d'exister, ce qui ne l'empêche pas d'insister sur toutes les horreurs du grand terrassement. Eren, lui, jouit de sa liberté et de sa puissance, il devient à la fois dieu et démon. Le personnage est dans la négation du monde, donc du réel, d'où son suicide philosophique. C'est le bataillon qui se révolte contre l'absurdité du monde, et donc face à Eren qui poursuit cette absurdité. Le manque, ce gouffre béant est comblé différemment par chacun des personnages, et finalement en partie grâce à Eren. Je pense à Reiner qui devient enfin le sauveur de l'humanité et qui retrouve sa mère, mais surtout c'est Mikasa qui prend son émancipation. Elle se libère et montre la voie à la grande ancêtre Ymir. Mais celui qui sauve Eren de l'absurdité du monde, c'est Armin, qui lui tend le coquillage, lui fait prendre conscience que ce qui compte réellement, c'est les petites choses du quotidien. Il invite Eren à remplir de sens le coquillage qui lui tend. L'attaque des titans met en scène des révoltes successives, dont les seules options sont de courber l'échine ou de résister. Le manga nous fait l'éloge de la révolte jusqu'au chapitre 90, qui opère un tournant majeur dans le récit. C'est la révolte d'Eren contre le monde. Le refus d'abandonner, le refus de renoncer. Vous avez un regard bien zélef. C'est par l'esprit libre que commence la liberté. La tirade d'Erwin pour motiver ses troupes nous le dit bien, c'est le seul moyen de nous rebeller contre ce monde impitoyable. Se battre encore et encore. Mais dans cette scène, tous les hommes finissent broyés par la roche. Dans un monde absurde où la cruauté et la loi du plus fort règnent, il ne reste à l'homme que la liberté de se rebeller. Il est comme poussé par un déterminisme à se rebeller. La notion de liberté a une importance capitale dans l'attaque des titans, et notamment pour son personnage principal, Eren Yeager. La question que se posent tous les personnages, c'est est-ce qu'il faut privilégier la liberté ou la sécurité? Pour Eren, la souffrance sera de passer sa vie enfermé, et le bataillon d'exploration est du même avis. Plusieurs métaphores parcourent l'œuvre d'Isayama, mais l'une des plus importantes pour cette notion de liberté reste les oiseaux. L'oiseau est un animal volant qui peut aller techniquement partout où il le souhaite. Sa vue n'est jamais bouchée par un mur ou une barrière puisqu'il a le pouvoir de voler. Eren lui aura toujours l'horizon bouché. Écoutez là, ça c'est une mugilette des bois. Petit oiseau là, c'est bon à becter là, coucou là. Même hors des murs, il verra la mer comme un nouvel obstacle avec au bout ses ennemis. Eren est piégé, enfermé dans ce schéma de pensée d'une liberté tant souhaitée mais inatteignable. On a vu de nombreuses définitions de la liberté durant cette trop longue vidéo. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Et on s'est bien rendu compte qu'un être réellement, totalement libre, ne semble pas exister et ne pourra sans doute jamais exister. C'est pour cela que j'ai nommé cette vidéo la tragédie d'Eren. Eren c'est un personnage au fond très humain, qui souhaite la liberté plus que tout. Lui qui en a été privé par le monde. Mais voilà qu'au milieu de l'histoire, il se rend compte de son vrai pouvoir. Il a eu des souvenirs du futur et il s'est vu tout orchestré, tout planifié. Eren est donc à la fois maître de son destin,
qu'il a lui-même plus ou moins créé, selon les déterminismes que l'on a vus auparavant, mais terriblement prisonnier de lui-même. Il est l'enfant qui rêvait de liberté devenu homme piégé de son destin. Eren est à la fois le plus libre des hommes et le plus asservi, un dieu et un démon. À l'image du manga, le personnage n'est pas manichéen, et Isayama ne vous donnera pas de clé toute faite pour ouvrir la porte. Vous avez la liberté de le faire, ou pas. 鉄の玉が正義の証明貫けば英雄に近づいたその目を閉じて触れてみれば同じ形同じ体温の悪魔僕はダメってあいつはいいのそこに壁があっただけなのに生まれてしまった定め嘆くな僕らはみんな自由なんだからLes titans, ces monstres géants, nous les vaincrons, je le promets, et nous sauverons l'humanité. L'attaque des titans face aux preux combattants du bataillon